La couverture sanitaire universelle en Haïti. Quel rôle pour la chirurgie? On commence par quelques leçons qui proviennent de la littérature sur la chirurgie globale. Il s'avère qu'au moins le tiers de la charge mondiale de maladies est liée à des pathologies chirurgicales et on estime que chaque année, 17 millions de personnes meurent à cause de maladies chirurgicales. En 1980, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Halfdan Mahler, prononça ces mots qui ont fait de lui le premier leader global qui lie la chirurgie à l'équité sanitaire et la justice sociale. Il a dit: la vaste majorité de la population mondiale n'a absolument aucun accès à des soins chirurgicaux qualifiés et peu de mesures sont prises pour trouver une solution à ce problème. Je vous prie de bien vouloir prendre en considération cette manifestation très grave d'inégalité sociale dans le secteur de la santé. Relativement peu de choses ont changé vis-à-vis la politique de la chirurgie globale. La santé globale se concentre majoritairement sur les immunisations et les maladies infectieuses. En 2008, le docteur Paul Farmer et le docteur Jim Kim, deux infectiologues célèbres pour leur travail en santé globale et en développement humain, ont remarqué que la chirurgie est le beau-fils négligé de la santé globale. C'était peut-être la première fois que les mondes de la santé globale et de la politique de santé se sont rendus compte de cette lacune en santé publique. Par la suite, l'année 2015 a été le point de basculement sociologique de cette histoire, quand on a eu trois événements marqués par trois documents clés. Le premier document, à gauche, fut la résolution 68.15 de l'Assemblée mondiale de la santé faisant appel au renforcement des soins chirurgicaux et anesthésiques essentiels et d'urgence comme partie intégrante de la couverture sanitaire universelle. Deuxièmement, au milieu, la Banque mondiale a publié le manuel Essential Surgery ou Chirurgie essentielle, qui, selon son introduction, aide à dissiper définitivement de nombreux mythes sur le rôle de la chirurgie dans la santé mondiale et, en partie, montre le très lourd fardeau sanitaire que représentent des affections traitées essentiellement ou de manière extensive par la chirurgie. Cela remet en cause le mythe selon lequel la chirurgie coûte trop cher, en montrant que de nombreux services chirurgicaux essentiels comptent parmi les interventions les plus rentables en matière de santé. Troisièmement, à droite, on a eu la publication du rapport de la Commission sur la chirurgie globale du journal britannique prestigieux appelé The Lancet ou le Lancet, qui est pratiquement devenu la Bible de la chirurgie globale. Cette commission comprit une équipe internationale de médecins et chercheurs, dont une chirurgienne haïtienne, le docteur Eunice Desrivoire-Mérizier. Cette œuvre maîtresse de la chirurgie globale a concrétisé l'essor du domaine. Maintenant, comme vous avez peut-être déjà vu, en 2019, nous avons bouclé la boucle avec cette déclaration du directeur général actuel de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui nous dit que aucun pays
ne peut atteindre la couverture sanitaire universelle sans que ses habitants aient accès à des services chirurgicaux sûrs, rapides et abordables. Il est donc vital que les pays investissent dans la chirurgie. Le rapport de la commission du Lancet nous propose une vision selon laquelle on fournit l'accès universel aux soins chirurgicaux et anesthésiques sûrs et abordables quand nécessaire. Elle nous propose aussi 5 messages clés, 6 indicateurs, un modèle flexible à suivre pour le développement d'un plan national anesthésique, chirurgical et obstétrical. Message clé numéro 1. 5 personnes sur 7 dans le monde souffrent d'une carence d'accès aux soins chirurgicaux et anesthésiques sûrs et abordables quand ils en ont besoin. Ce chiffre de 5 milliards a été calculé en utilisant une équation de la probabilité d'accès qui inclut la temporalité d'accès, la capacité de fournir les soins, la sécurité des soins et l'abordabilité financière des soins. La santé maternelle nous a donné un modèle de la commission. La santé maternelle nous a donné un modèle que la commission a utilisé pour mieux comprendre les barrières d'accès aux soins. C'est le modèle des 3 retards. Le premier retard porte sur la recherche des soins. Il est dû à plusieurs déterminants sociaux de la santé qu'on trouve au sein de la communauté, comme les finances, la géographie, la culture, l'éducation, le manque de confiance dans le système et des réseaux informels de soins comme les guérisseurs traditionnels, Ougand, Mambo, etc. Le deuxième retard porte sur l'obtention des soins. Il est dû aux distances des centres de soins primaires, à la pauvreté des soins préhospitaliers et aux barrières financières, parmi tant d'autres choses. Le troisième retard se passe lorsque les gens arrivent à l'hôpital. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez peut-être bien, l'infrastructure pourrait être pauvre, il pourrait y avoir un manque d'électricité, un manque d'eau, un manque d'oxygène, manque de soins d'urgence, manque de soins post-opératoires, des problèmes avec les appareils d'anesthésie, un manque de médicaments essentiels, manque de matériel et ainsi de suite. Le message clé numéro 2 dit que 143 millions de procédures chirurgicales supplémentaires manquent, quoique les pays à faible et moyen revenu en ont besoin chaque année. En plus, le tiers le plus pauvre de la population mondiale ne reçoit que 6% des procédures effectuées. Message clé numéro 3. 81 millions de personnes font face aux dépenses catastrophiques dues au paiement pour la chirurgie et l'anesthésie chaque année. 33 millions sur ces 81 millions-là rencontrent des difficultés financières au moment d'admission à l'hôpital. Le reste doivent supporter des dépenses catastrophiques indirectes dues par exemple à la nourriture et au transport. Le message clé numéro 4 est que l'investissement dans la chirurgie est abordable, sauve les vies et promeut la croissance économique.
ce qui appuie les objectifs de développement durable numéro 1 et numéro 8. En faisant des analyses financières, on a trouvé qu'en faisant un investissement mondial de 350 milliards de dollars entre 2015 et 2030 pour élargir l'accès aux soins chirurgicaux, on peut éviter des pertes totales du PIB de plus de 12 000 milliards de dollars. Le message clé numéro 5 dit que la chirurgie, l'anesthésie et l'obstétrique sont des éléments indissociables et indispensables des soins de santé. Maintenant, dans cette deuxième partie de la présentation, je vais essayer d'aller un peu plus vite vu que j'ai besoin de quitter un peu de temps pour vos questions. Alors, maintenant, brièvement, on va regarder la littérature locale qui a commencé à toucher ce sujet de la chirurgie globale. Et je vous conseille particulièrement de regarder le numéro 26 du volume 5 du journal InfoChir, publié cette année en février 2019, où vous allez trouver plusieurs articles très intéressants touchant ces questions de la chirurgie en Haïti et quelle relation est-ce qu'il y a, par exemple, entre tout ce que je viens de dire au sujet de la chirurgie globale et notre situation d'inégalité d'accès aux soins chirurgicaux en Haïti. On a par exemple cet article par Tu et ses collègues appelé Estimation de la capacité de chirurgie en Haïti, une enquête nationale sur les hôpitaux. Vous allez aussi trouver cet article par le docteur Servan Toussaint appelé La chirurgie globale, un plaidoyer pour l'accès universel aux soins chirurgicaux. Finalement, j'ai publié avec le Grouche, dont je vais bientôt parler un petit peu, un article appelé Une perspective locale sur la chirurgie globale. Alors, ces trois articles-là et plusieurs articles d'autres se trouveront dans le numéro d'InfoChir dont je viens de parler. Et encore, une fois, je vous conseille de regarder et de lire avec soin ce numéro d'InfoChir. Et maintenant, c'est quoi le GROCH? Le GROCH, ça veut dire le groupe de réflexion sur l'accès universel aux soins chirurgicaux en Haïti. Et il s'agit d'un groupe de jeunes, on va dire, champions pour la chirurgie, dont quelques chirurgiens généraux, un chirurgien orthopédique, nous avons aussi un neurochirurgien, une anestésiologiste, et ainsi de suite, même des étudiants en médecine qui font partie de ce groupe de réflexion qui regarde toutes ces questions d'accès aux soins chirurgicaux, anesthésiques et obstétricaux en Haïti. Alors, ce groupe a été créé en novembre de l'année dernière et avait au fait créé une plateforme en ligne sur WhatsApp pour commencer à échanger nos idées. Mais par la suite, on a commencé à avoir des téléconférences et même des réunions pour discuter un peu des enjeux et commencer à, on va dire, unir nos idées, unir nos réflexions et d'en produire un document. Alors, ce groupe a été né à l'université Harvard dans le programme de la chirurgie globale et dans le changement social. Pourquoi? Et du changement social. Pourquoi? Parce que je fais partie de ce groupe. J'ai fait partie de ce groupe pendant 2 ans et puisque je me suis toujours concentré sur les questions et les problèmes en Haïti, mon pays d'origine, j'ai commencé à faire la connaissance de ces champions locaux de la chirurgie et on a décidé de créer ce groupe, de le mettre sur pied en novembre 2018. Par la suite, on a créé le groupe WhatsApp
pour faciliter nos échanges. Nous sommes devenus une plateforme de plaidoirie et après avoir mis nos idées ensemble, nous avons créé une proposition pour le premier Planaco d'Haïti. C'est quoi un Planaco? Planaco veut dire Plan national anesthésique, chirurgical et obstétrical. Il s'agit d'une solution potentielle, une solution politique au problème d'accès à la chirurgie en Haïti. On peut commencer à mieux comprendre les problèmes d'accès à la chirurgie en Haïti en regardant certains indices de développement demandés par la commission Lancet. Par exemple, accès à des soins chirurgicaux d'urgence dans les délais recommandés. On demande couverture de 80%. Ces données ne sont pas disponibles en Haïti, qui nous poussent à voir les besoins de recherche qu'il faut faire. L'indice de volume chirurgical, on demande 5 000 opérations par 100 000 habitants par année. En Haïti, nous en avons 824. Densité de la main-d'œuvre chirurgicale, ACO veut dire anesthésiologiste, chirurgien et obstétricien. Alors, densité de la main-d'œuvre, on demande 20 à 40 ACO par 100 000 habitants. En Haïti, nous en avons 5,9 ACO par 100 000 habitants. Taux de mortalité périopératoire, on demande évaluation dans 100% des pays. Ces données ne sont pas disponibles en Haïti, donc on a besoin de mener ces recherches. Risque de dépenses appauvrissantes, on demande 100% de la population protégée par exemple, des stratégies d'assurance. Et en Haïti, au moins 58% de la population est exposée. Risque de dépenses catastrophiques, on demande que 100% de la population soit protégée. En Haïti, 55,7% de la population est exposée. On a donc proposé le développement du premier Planaco haïtien. C'est quoi Planaco? C'est un plan national anesthésique, chirurgical et obstétrical. Pourquoi? Si on regarde les documents du MSPP comme le plan directeur de santé 2012 à 2022 et le paquet essentiel de services, on va voir que la chirurgie est touchée brièvement ici et là, mais il ne couvre pas de manière compréhensive les besoins de la population haïtienne en termes d'accès à la chirurgie, à l'obstétrique et à l'anesthésie. Si on regarde aussi les causes de mortalité en Haïti, on va voir, premièrement, regardons à gauche, on a la répartition des catégories de maladies transmissibles versus non transmissibles. Alors, c'est quoi transmissible? Transmissible, maladies infectieuses, ce sont les maladies qui apparaissent en rouge et en rose. On a aussi les maladies non transmissibles qui apparaissent en bleu, comme le stroke, les arrêts cardiaques et ainsi de suite. Et on a aussi les maladies traumatiques qui apparaissent en vert. Alors, pourquoi cette image? Parce que quand on parle de chirurgie, tout d'abord, la chirurgie touche tous les domaines, mais surtout les maladies non transmissibles et les maladies traumatiques sont des maladies qui souvent ont besoin de l'expertise d'un chirurgien, d'un anesthésiologiste, d'un obstétricien pour un bon résultat chez le patient. On a tendance à croire qu'en Haïti, le fardeau pathologique est surtout infectieux, mais en regardant ces images-là, on peut voir que même en 1998, le fardeau pathologique était plus lourd du côté maladies non transmissibles plus les maladies traumatiques. Et en plus, regardant 20 ans d'évolution pathologique
on voit que c'est surtout les maladies non transmissibles en bleu et les maladies traumatiques en vert qui sont la majorité des problèmes auxquels fait face la population haïtienne. Nous avons donc proposé le développement d'un plan national anesthésique, chirurgical et obstétrical en Haïti. Et ici, vous voyez l'une des figures qui apparaissent dans la proposition, c'est le processus de planification du plan national chirurgical ou du planaco haïtien que nous avons proposé, qui suggère qu'il y a une gouvernance commençant par le MSPP qui manifeste son leadership et responsabilité de surveiller et de mener à fin ce processus, suivi par une analyse de la situation et une évaluation de base. Et ce sont, j'en profite pour dire que ces analyses-là sont le genre de recherche que même une équipe d'étudiants en médecine motivés peut mener sous la direction d'un professeur. Troisième étape, regarder les implications des principaux acteurs et la détermination des priorités. Quatrième étape, rédaction et validation du planaco. Cinquième étape, faire le monitoring et l'évaluation. Et c'est encore une autre étape d'analyse et de recherche, où on peut faire des recherches pour appuyer ce processus. Étape numéro 6, la budgétisation. Numéro 7, encore la gouvernance. Et numéro 8, l'implémentation du plan. Nous avons donc regardé les recommandations de la commission Lancet et ils ont recommandé que nous suivions au moins 6 indicateurs clés de la capacité chirurgicale d'un pays, dont l'accès dans 2 heures, donc regarder s'il y a de retard, comme j'en avais parlé plus tôt, le volume chirurgical, les dépenses appauvrissantes, la densité des accos par 100 000 personnes, le TMPO, qui est le taux de mortalité post-opératoire, je pense, post-opératoire, les dépenses catastrophiques. Et voilà, donc vous avez ces 6 indicateurs. Cela ne veut pas dire qu'on devrait se limiter à ces 6 indicateurs. C'est juste qu'au minimum, on devrait suivre ces 6 indicateurs-là afin de pouvoir bien comprendre le contexte, les lacunes, les besoins en termes de développement de capacités chirurgicales, anesthésiques et obstétricales. Et on a aussi regardé le cadre recommandé pour le planaco dans le rapport Chirurgie globale 2030. Ils ont recommandé que nous regardions des aspects de l'infrastructure, le financement, la main-d'œuvre, la gestion des informations et la prestation des soins. Maintenant, le rapport au début, au préalable, avait recommandé ces 5 aspects du planaco, mais par la suite, de par les expériences que nous avons vécues en Afrique avec le développement de ces planacos-là, on a vu qu'il y avait une 6e partie dont nous avons parlé dans la proposition pour le planaco haïtien, c'est la gouvernance, qui est capitale, qui est essentielle et sans quoi on ne peut jamais créer et implémenter le genre de politique dont nous parlons. Donc voilà, vous avez les 6 aspects du planaco haïtien que nous sommes en train de proposer. La main-d'œuvre, la prestation de services, l'infrastructure, la gestion des données, les finances, la gouvernance. Et comme je viens de dire, on a déjà une expérience, on a vu des expériences en Afrique où les républiques de Zambie et de Tanzanie, par exemple, ont déjà créé leur planaco et ils viennent de les lancer il y a 1 et 2 ans de cela. Vous pouvez
voir, feuilleter et lire ces plans si vous vous y intéressez sur le site web du programme de la chirurgie globale et du changement social à l'université Harvard. De nos jours, nous avons 24 signataires de la proposition que le GROCH est en train de faire auprès du ministère de la Santé publique et de la population. Et ici, cette carte vous donne une idée des pays qui ont déjà créé et, dans certains cas, déjà lancé leur Planaco. Alors, les pays en vert sont les pays qui ont fini et ont déjà lancé et sont en train d'implémenter leur Planaco. Les pays en orange sont des pays où la création de leur Planaco est en cours. Et les pays en jaune sont les pays qui se sont engagés à créer un Planaco pour résoudre ces problèmes d'accès à la chirurgie. En résumé, les soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques sont un aspect crucial de la santé. Mondialement, cet aspect des soins a longtemps été négligé. En Haïti et partout dans le monde, il y a une prise de conscience croissante de ce besoin. Le GROCH, le groupe de réflexion sur l'accès universel aux soins chirurgicaux en Haïti, mène un travail collaboratif et rassembleur sur ce dossier en Haïti. Une proposition pour le premier Planaco haïtien est en train d'être évaluée et vous, comme futurs chirurgiens, médecins et leaders de la santé en Haïti, vous avez le pouvoir et la possibilité de transformer notre système de santé en faisant le plaidoyer pour l'équité sanitaire, y compris l'accès équitable aux soins anesthésiques, chirurgicaux et obstétricaux. Merci beaucoup pour votre attention et je suis prêt à recevoir vos questions.